L'homme augmenté mécaniquement aujourd'hui est toujours à la mode. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier Terminator. Bon. Mais aujourd'hui, nous pouvons, et là c'est bien réel, reprogrammer nos cellules, modifier le code à volonté. Je vous propose de commencer par ce qu'on peut faire exactement aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire que, en fait, pendant très très longtemps, les scientifiques ont vécu avec des connaissances depuis à peu près le milieu du XXe siècle, avec des connaissances sur le patrimoine génétique, sur la structure de l'ADN qui portait ce patrimoine génétique. Et puis, progressivement, dans les années 60, 70, on a réussi à manipuler ce génome, c'est-à-dire à le découper, à le comprendre, à faire en sorte que on arrive éventuellement à mettre un bout du génome à l'intérieur d'organismes comme des bactéries ou des organismes simples. Et puis, à partir des années 80-90, on a commencé à se poser la question des applications. Et les premières applications, évidemment, ça a été les souris modèles, ça a été des souris qu'on appelait transgéniques, des souris knockout, c'est-à-dire des souris chez lesquelles on avait supprimé très spécifiquement des gènes, donc l'expression de protéines, donc on avait modifié le fonctionnement des cellules. Et puis, à partir de là, on a pu étudier des maladies qu'on connaissait chez l'homme avec l'idée de le traiter. Et l'idée de le traiter, ça a été la thérapie génique. La thérapie génique, avec cette idée finalement assez simple, on connaît tous les ordinateurs, on sait tous que dedans il y a un code avec des indications qui sont portées par des éléments simples, mais dont la séquence est complexe et informatif. Il y a des 1 et des 0, mais la séquence nous donne les programmes. Dans l'ADN, la séquence, c'est 4 éléments. A, C, T, G, et c'est la séquence de ces éléments, mais il y a 6 milliards d'éléments, donc ça fait un certain nombre, qui fait qu'il y a effectivement des codes qui vont permettre à la cellule de reconnaître des ordres qui vont lui donner la possibilité de fonctionner. Et donc, la thérapie génique, c'est un patch qu'on met à l'intérieur du génome ou au moins à l'intérieur de la cellule, de façon à ce qu'une fonction perdue, parce qu'il y avait un bug quelque part dans l'ADN, puisse être récupérée par cet apport. Et puis, ça avance de plus en plus vite. J'ai parlé de 60, 70, 80, 90. Là, je ne peux même pas vous décrire ce qui est en train de se faire parce que c'est quasiment semaine après semaine qu'on a des avancées de plus en plus spectaculaires sur la façon de plus en plus raffinée d'intervenir sur ce génome. Alors, le terme que tout le monde connaît maintenant, qui a une notoriété universelle quasiment, c'est CRISPR. CRISPR, c'est un outil que les bactéries ont développé, qu'elles utilisent, elles, spontanément pour se battre contre les virus, et puis que nous, on a mis à notre service pour aller faire très, très précisément des coupures à l'intérieur de l'ADN. Ça a été la première étape. Des introductions de morceaux d'ADN à l'intérieur de l'ADN de n'importe quelle cellule. Ça a été une deuxième étape, mais tout ça avait commencé en 2012, donc c'est vraiment, je vous le dis, de semaine en semaine. Et puis la semaine dernière, il n'y avait même plus besoin de couper, en fait, avec cet outil. Maintenant, on est capable de changer une base, c'est-à-dire un élément, sans couper l'ADN, c'est-à-dire sans risquer d'avoir un effet hors cible. Et donc, tous ces raffinements, c'est des outils qui permettent à tous nos laboratoires de travailler maintenant sur le génome, donc sur les cellules, et donc avec l'idée de transformer le vivant au niveau de son programme. Oui, donc pour complémenter sur ce qui vient d'être dit, donc effectivement il y a l'évolution des modèles pour essayer de comprendre un peu mieux les maladies et de comprendre aussi le développement. Et donc ce que disait Marc, c'est l'utilisation du modèle murin dans les années 80. Donc la première transgénèse et manipulation du génome pour générer un animal modifié a été faite en 81. Modèle murin. Donc modèle souris.
Donc des souris modifiées par l'homme pour pouvoir soit introduire des mutations, corriger des mutations ou avoir des modèles qui permettent de comprendre des mécanismes. Et donc ces manipulations ont été faites grâce à des connaissances qui se sont développées autour de la culture des cellules souches embryonnaires murines. Donc les conditions ont été trouvées pour pouvoir maintenir ces cellules dans un environnement où elles restent cellules souches, pouvoir les manipuler et ensuite les réintroduire chez une souris pour continuer le développement de la cellule embryonnaire vers un individu souris qui va porter les modifications souhaitées pour l'étude. Et donc ça a été un énorme modèle, parce que c'était un modèle mammifère pour comprendre un certain nombre de mécanismes, mais l'une des critiques reste qu'on est chez la souris et que chez l'homme, on reste encore avec des différences notables en termes de régulation hormonale ou même régulation au niveau du génome, l'expression de gènes, où il y a des différences entre les deux espèces. Et il y a eu vraiment des efforts ardus pour essayer d'avoir un modèle équivalent chez l'homme avec des cellules souches embryonnaires humaines. Et ça a été un long process parce que la manipulation de ce modèle est très différente entre la souris et l'homme. Et c'est en 98 que Jamie Thomson à Madison a réussi à trouver les éléments particuliers qui permettent d'isoler ces cellules et surtout de les maintenir. Et à partir de là, ça a commencé à donner un accès, une révolution dans le domaine de la biologie cellulaire dans un contexte humain, et un accès à un modèle qui se rapproche de nous et d'améliorer notre connaissance de tout ce qui est lié, plus spécifique à l'homme. Et donc là, Marc Péchanski a eu, c'est un peu le papa des cellules souches en France. Hein, c'est la personne qui a vraiment introduit cette culture et qui a permis à de nombreux laboratoires français de pouvoir bénéficier de cette expertise et de développer les modèles jusqu'à ce qu'on arrive aux cellules iPS. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau, parce qu'on va dire pour le commun des mortels, changer une base. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en termes de diagnostic, en termes pour soigner des maladies, des applications concrètes sur le terrain? Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas des scientifiques, en tout cas pas directement impliqués dans les laboratoires, qui étaient des auteurs de science-fiction et qui nous ont largement précédés. Faut voir que le premier individu que je connaisse, en tout cas réellement réussi avec une modification génétique, c'est Spider-Man. Quand même, Stan Lee a eu une idée absolument extraordinaire, puisque avec l'introduction, vraisemblablement par un vecteur viral, hein, on peut l'imaginer maintenant, d'un bout d'ADN d'araignée, cet homme a été cet adolescent a été complètement modifié. Aujourd'hui, avec la thérapie génique, c'est ce qu'on arrive à faire chez les bébés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça date de très peu de temps, hein, de 2-3 ans maintenant, 4 ans maximum, hein, on est capable d'administrer dans la circulation sanguine des vecteurs qui sont des virus qu'on a désarmés, hein, des virus pourtant particulièrement virulents, hein, parfois, mais qu'on a complètement réussi à désarmer, qu'on empêche de vivre leur vie de virus et donc d'obtenir une réplication, une multiplication des virus, mais en revanche qu'on a armé avec un petit bout d'ADN médicament qui va s'introduire dans les cellules de l'individu et qui va permettre à cet individu qui a une maladie génétique pour l'instant extrêmement grave, hein, de récupérer une fonction. Alors c'est possible aujourd'hui chez les bébés pour des raisons de production essentiellement, c'est-à-dire que on a du mal à produire les quantités de vecteurs viraux qui sont nécessaires. Il faut imaginer que pour traiter un bébé de quelques mois atteint d'une amyotrophie spinale infantile, hein, ces bébés chiffons qui n'ont absolument, du fait de la perte de fonction de leurs cellules nerveuses dans la moelle épinière, ils n'ont aucune possibilité de contrôler les muscles. Donc c'est une maladie mortelle en 18 mois à 2 ans.
pour administrer donc le gène qui va remplacer le gène manquant chez ces enfants, dans les cellules nerveuses de ces enfants, il faut 10 puissance 15 vecteurs viraux. Donc il faut arriver à produire, à qualifier, à vérifier 10 puissance 15 par enfant pour faire ces administrations. Mais on y arrive. On y arrive. Et donc on a des enfants aujourd'hui qui sont des enfants entre guillemets transgéniques dans la mesure où on a effectivement administré très largement dans leur organisme des vecteurs qui ont introduit un bout d'ADN étranger. Ce bout d'ADN étranger, il est thérapeutique. Et donc, évidemment, le premier objectif, la première réalisation qu'on peut avoir avec ces manipulations du génome, c'est des manipulations thérapeutiques avec le traitement de maladies qui autrement sont mortelles. Alors, je ne sais pas, Ludovic Deber, mais est-ce que ça évoque chez vous un peu par rapport à vos monstres, si je puis... Vous l'avez compris, je suis le moins scientifique des trois. Du coup, je vais être un peu l'emmerdeur de service. On va essayer comme ça. Je vais pas du tout... j'ai envie de vous poser des questions, en fait. Très curieux. Je ne remets pas du tout en question le bien fondé de tout ce qui est, justement, ce qui concerne les maladies orphelines. Clairement, n'intéresse pas les industries pharmaceutiques. Et donc, on est quand même en dehors d'un système nôtre, néolibéral, avec... voilà, tout ce qu'il comporte de pression. Et j'avais juste envie de sortir de ce débat un peu passionnel qui est celui de l'humain pour prendre l'exemple du végétal. Et je pense qu'il y a des connexions et qui peut-être permettront de répondre à cette question. Parce que c'est des techniques dont vous parlez ont été largement utilisées, on le sait, pour l'agro-industrie. Donc l'agro-industrie, en fait, grosso modo, on travaille sur des monovariétés, donc c'est-à-dire des champs qui sont cultivés essentiellement, voilà, de colza, un champ de blé, un champ de maïs, massivement, en grande quantité. Et on traite génétiquement ces plantes pour qu'elles résistent davantage aux pesticides, qu'elles résistent aussi davantage aux pathogènes. Le problème vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises, mais le problème c'est que plus on est intensif et en monoculture, plus le pathogène a de possibilités de s'implanter. Donc on est dans cette espèce de contresens en fait, où grâce à la science, qui elle-même a permis aussi cette agriculture intensive et qui en son temps a semblé répondre en tout cas à une vraie problématique écologique, enfin de nutritive, notamment des pays où c'était une véritable pénurie alimentaire. On se retrouve dans un système où donc il y a une pression de lobby financier, enfin qui est vraiment très, très, très impressionnante, qui ne se remet pas en question, qui ne peut pas se remettre en question, parce que là, on est vraiment dans un paradigme néolibéral qui est très installé dans notre inconscient. Et moi, voilà, après, on pourra en reparler, mais c'était l'objet de mon livre, c'est la place de l'imaginaire, et cet imaginaire largement colonisé par ce rapport consumériste, mais qui ne se repense plus, quoi. Et ce rapport... Alors, je tiens à préciser quand même, c'est vraiment important d'imaginer que le néolibéralisme tient grâce à la technique et au progrès. C'est vraiment, ce sont des axes qui se tiennent les uns les autres. Et la question n'est pas du tout, et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut mettre le progrès de côté, que c'est une aberration. Je pense que quand on prend cet exemple assez parlant du champ comme ça, donc monovariété intensive, et qu'on masque le problème qui est celui de la pression des lobbies financiers, alors qu'il y a d'autres solutions qui existent, mais qui demanderaient vraiment un traitement, revisiter complètement l'agriculture dans sa pensée même de l'agriculteur. Et j'ai eu des échanges comme ça avec des agriculteurs qui sont dans des voies intermédiaires de transition, qui ne sont pas complètement passés au bio ou à la permaculture, qui disent à quel point c'est difficile, même quand ils sont dans cet entre-deux, et qui parlent de leurs collègues qui effectivement n'y arrivent pas. Enfin, il y a vraiment un problème systémique qui, à mon sens, est très très difficile à résoudre. Donc c'est une vraie question. Mais on voit que à cet endroit-là,
la science, que je ne condamne pas, c'est pas vraiment du tout la question ici, masque de fait un problème de fond. Enfin, je crois que vous avez compris ma question. C'est où est la limite finalement entre lorsqu'on est hors du système, on est c'est une question. Alors, je dis éthique, mais j'ai envie de sortir de la morale au sens kantienne, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment voilà, cette limite de notre système et de cette capacité où et quand et comment on peut penser, repenser la science et lui donner ce rapport d'auto-limitation qui est, à mon avis, nécessaire du stade de la psyché humaine, de l'individu lui-même, jusqu'à ce stade, par exemple, de la science. Oui, je crois que c'est une question à laquelle tous les citoyens en réalité sont confrontés, parce que c'est pas un problème de relation entre la science et ce qu'on en fait. C'est un problème général de dans quelle société nous sommes et dans quelle société nous voudrions être, nous voulons être dans l'avenir. Là-dessus, pour reprendre la question des manipulations génétiques, je crois que nous, scientifiques, ce qu'on amène, c'est un catalogue de possibles. C'est-à-dire que on est, en tant que citoyen, évidemment habité d'une certaine idée et d'une certaine volonté éventuellement de changement de la société telle qu'elle est organisée. Et en même temps, en tant que scientifique, nous devons d'apporter les connaissances, d'apporter des possibilités, d'apporter des ouvertures qui peuvent éventuellement construire cette société nouvelle sur laquelle on pourra... si on change en tout cas les relations sociales et économiques actuelles, on pourra bâtir un monde meilleur. Alors, là-dessus, c'est pas une question d'éthique. C'est-à-dire que l'éthique, à la rigueur, lorsque on voit les catastrophes auxquelles la société économiquement organisée aujourd'hui, les impacts financiers conduisent l'ensemble de l'humanité, on n'est plus dans le domaine de l'éthique, on est dans le domaine de la politique. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine dans lequel il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal. Non, c'est mal, et on sait à la rigueur pourquoi c'est mal. Maintenant, ce n'est pas la science qui va donner des moyens à Monsanto ou à d'autres de construire les catastrophes qu'ils sont en train de construire, ou de développer ces catastrophes. La science, elle amène des connaissances, et des connaissances sur lesquelles, éventuellement, on peut, demain, construire quelque chose d'autre. Je voudrais dire que, en ce qui concerne les manipulations génétiques, aujourd'hui, la différence entre notre monde contemporain et ce qui se passait il y a 10 000 ans dans le croissant fertile mésopotamien, c'est que nous, on sait ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on a, scientifiques, on sait qu'on manipule effectivement le programme génétique, qu'on manipule l'ADN qui est à la base du programme génétique, et que lorsqu'on introduit quelque chose dans ce génome, on va modifier le fonctionnement de telle ou telle cellule, que ce soit une cellule végétale ou une cellule animale d'ailleurs. Bon, il y a 10 000 ans, lorsque les agriculteurs sélectionnaient des herbes, essayaient de croiser des animaux, etc., ils faisaient de la génétique. Ils essayaient de faire de la technologie pour améliorer la situation globale de la société dans laquelle ils étaient. Ils ont, à partir de là, créé un monde dans lequel nous sommes maintenant, mais ça a été, à chaque étape de ce développement, un travail sur la génétique. C'est juste qu'eux ne savaient pas exactement ce qui bougeait. Ils faisaient bouger, ils se rendaient compte qu'il y avait des choses qui bougeaient, mais ils ne savaient pas pourquoi ça bougeait. Maintenant, on le sait. Donc, c'est une différence, mais ça n'est pas quelque chose de fondamental, je pense, en tant que relation entre la technologie, la science qui est à l'origine des possibilités technologiques, et puis la société qui est derrière. C'est simplement le même rapport entre un développement qui est un développement de connaissances, un développement de possibilités, et puis l'utilisation qui en est faite, et qui en est faite par des gens qui n'ont pas forcément en tête le bien-être de l'ensemble de l'humanité pour l'avenir. Puis il y a aussi comment agissent les régulateurs autour de ça. Parce qu'au final, il y a une technologie qui est disponible, qui est utilisée dans un but, qui va être amenée sur le marché, et il y a quand même un encadrement légal.
des gens qui vont approuver ou décider qu'en fait non, c'est pas safe, c'est pas. On devrait peut-être avoir un peu de recul pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet sur la gestion d'éléments organiques qui aient été génétiquement modifiés. Mais il y a une réflexion autour de ça. Après, comment encadrer ça de façon ce qui est compliqué, c'est entre les différents pays, la législation ne sera pas la même. Donc, comment essayer d'avoir quelque chose de quand on touche quelque chose d'universel, d'avoir une régulation qui soit plus large que délimitée par les simples frontières des pays. Alors, justement, à propos de ça, Marc Péchanski, vous disiez, on sait ce qu'on fait, et là, je pense à la Chine, au cas donc des jumelles dont un chercheur chinois a annoncé avoir modifié le génome pour les protéger contre le virus du VIH, et si j'ai bien suivi, toute la communauté a... Voilà, je voudrais être très clair. Quand je dis on sait ce qu'on fait techniquement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'affranchir tous les scientifiques de tout contrôle éthique, voire légal, du tout. Hein, c'est pas mon propos. C'est juste qu'aujourd'hui, lorsqu'on manipule la génétique, lorsqu'on manipule le génome, lorsqu'on modifie une espèce, on a des données et on sait ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne ce qui s'est passé en Chine, qu'est-ce qui a fait que la communauté scientifique a réagi quasiment comme un seul homme, hein. Il y a eu quelques égarés, mais globalement, la communauté scientifique, comme la communauté en général, a réagi comme un seul homme contre cette tentative. Hein. Ça a été qu'on a une limite, qui est une ligne rouge, hein, qu'on connaît bien, c'est qu'on ne passe pas une réalisation, un résultat scientifique obtenu en laboratoire à l'homme sans avoir fait l'ensemble des travaux qui permettent, de façon au moins très raisonnable, de savoir qu'on ne va pas faire du mal. Bon, c'est un principe de base, c'est un principe d'ailleurs dans la médecine qui nous vient d'Hippocrate, hein, c'est pas aussi récent que ça, mais dans la science, ça devient de plus en plus stringent, hein, c'est quelque chose qui fait que nous ne nous engageons absolument pas dans le transfert de nos résultats de laboratoire vers l'homme sans avoir exploré des choses extrêmement diverses qui nous permettent, encore une fois, raisonnablement de penser qu'on ne va pas faire de mal, et sans demander à ce que des gens extérieurs regardent nos résultats et nos démonstrations pour savoir si, effectivement, nous pouvons nous y engager. Il se trouve que le chercheur chinois qui a fait cette expérience l'a faite absolument sans avoir exploré toutes les voies nécessaires pour assurer la sécurité, au point que d'ailleurs il y a une étude récente d'épidémiologistes qui a démontré que ce qu'il avait fait statistiquement réduisait la durée de vie des gens. Bon, quand on n'a pas de CCR5, hein, CCR5 c'est la protéine dont il a supprimé l'expression chez une des jumelles, hein, il se trouve que quand on étudie comparativement les gens qui spontanément n'ont pas de CCR5, parce que ça arrive chez une proportion de la population, face aux gens qui l'ont, les gens qui n'ont pas CCR5 meurent plus tôt. Pourquoi ? On n'en sait rien, c'est pas une maladie, hein, c'est simplement une donnée statistique. Mais il n'a absolument pas exploré ça, il n'a absolument pas exploré les risques qu'il pouvait y avoir, et en plus, il a utilisé une technique dont nous savons, parce qu'on l'utilise dans les laboratoires, qu'elle n'est pas entièrement sûre. C'est-à-dire que nous avons dans les cellules que nous manipulons avec CRISPR, puisqu'il a utilisé CRISPR, cet outil dont j'ai parlé, hein, nous savons qu'il y a des effets hors cible, off-target. Et ces effets hors cible, ils peuvent tomber n'importe où dans le génome, dans l'ADN, et donc ils peuvent tomber au mauvais endroit. Et le mauvais endroit, on ne sait pas ce que c'est avant d'avoir testé. Il n'a absolument pas fait les examens qu'il fallait pour vérifier que ça n'existait pas. Et donc, ça
couplé au fait qu'il n'a évidemment pas demandé à un panel de gens extérieurs de regarder ce qu'il avait fait à l'avance pour lui donner l'ouverture ou pas vers l'expérimentation humaine qu'il était en train de planifier, fait que, effectivement, la communauté scientifique, comme la communauté en général, a dit qu'il avait franchi une ligne rouge et que cette ligne rouge, il ne fallait pas la franchir. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas CRISPR dans l'avenir pour faire des modifications génétiques qui pourraient avoir un effet thérapeutique, mais qu'on ne le fera certainement pas dans les conditions dans lesquelles il l'a fait. Oui, il faut savoir qu'il y avait un moratoire à l'époque entre les scientifiques pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'application directe de l'utilisation de ces techniques chez l'homme pour aboutir à une personne vivante. L'aspect légal, mais surtout éthique, est hyper important pour pouvoir encadrer ce type de manipulation. Et manifestement, ce qui était l'agenda un peu de ce chercheur, c'est un peu la course à la Lune, hein, c'est d'être le premier à l'avoir fait et à avoir mis au monde des premiers humains génétiquement modifiés. Oui, là, on se pose bien la question des limites. Là, on est sur deux humains modifiés, mais du coup, quid aussi de l'application moi, je pense à Bienvenue à Gattaca, forcément. On voit la Chine qui a programme d'eugénisme plus ou moins affiché ouvertement. Voilà, on peut se poser la question de l'utilisation de ces outils-là en termes de sélection aussi des humains, d'uniformisation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau-là ? Je crois que je vais vous laisser la parole parce que j'ai regardé votre dessin que j'ai beaucoup apprécié de ce point de vue-là. La sélection des humains, je ne sais pas. J'avoue, en tout cas, l'opposition à l'autre. Oui, c'est vraiment le thème de... Non, mais c'est vrai que... j'ai du mal à séparer ces questions là, très scientifiques de notions plus symboliques, en fait, c'est-à-dire que là, quand on est en train de travailler sur le vivant, on est en train de travailler aussi sur l'autre qui est en nous. Il y a aussi un fantasme comme ça qui est propre, je dirais pas à notre espèce, qui est propre à notre société occidentale, qui a quand même, c'est quelque chose que j'ai répété quelques fois, mais parce que ça m'a frappé, en fait, dans l'écriture du 3e tome d'Epiphania. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je relise la Genèse de la Bible. Je lis pas j'ai pas lu la Bible 200 fois, mais j'ai voulu relire. Vous savez, des fois, on a une espèce d'intuition comme ça. Très rapidement, en fait, dans le texte, il y a une injonction très forte de Dieu qui demande à l'homme d'asservir et de dominer la nature et les animaux. Et il y a une redite, la sortie de l'arche de Noé, c'est encore plus violent. Il y a ce rapport. Donc c'est un rapport très occidental, quand même lié aux 3 religions, enfin aux trois livres, enfin au livre des 3 religions. Je pense qu'on est aussi dans tout ce rapport de Descartes, de cette opposition nature-culture. Et du coup, après, voilà, moi, ce qui me pose question, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire je comprends complètement cette nécessité scientifique d'avancer, de répondre plus précisément, d'affiner, comme vous l'avez dit, vous affinez vos recherches et ça devient de plus en plus pertinent. Mais je continue de poser cette question. Dans le système dans lequel nous évoluons, avec cette pression, même si peut-être vous en l'occurrence vous échappez à cette pression parce qu'elle ne vous concerne pas en fait, puisqu'elle est, vous avez moins affaire à des lobbies, c'est-à-dire que derrière les lobbies pharmaceutiques sont moins intéressés. Après, je ne veux pas parler à votre place, mais est-ce que c'est vraiment possible de tenir les fils, de tenir... là, on parle de la Chine. On sait que la Chine a fait des expériences par exemple, avec ce qu'on appelle les terres rares, hein, qui sont en bas du tableau de Mendeleïev. Qui sont en fait pas rares du tout, sont juste ce dont on se sert. Elles étaient rares parce qu'on ne savait pas à quoi elles servaient jusqu'ici. Maintenant, elles nous servent dans absolument tous nos objets
iPhone, etc. Enfin, c'est devenu quelque chose d'essentiel, même dans des choses écologiques, enfin pseudo-écologiques, comme les éoliennes. On sait que voilà, on a commencé en France, du côté de La Rochelle, à utiliser ces terres rares. On s'est rendu compte que pour les traiter, ça avait un impact terrible sur l'environnement. Donc rapidement, en fait, on l'a interdit. Aux États-Unis, il y avait aussi comme ça des mines qui ont été interdites. Et la Chine est arrivée après Mao, est arrivée dans une récession très importante. Et a dit, mais nous, on a des terres rares, on en a en abondance, on est prêt, en fait, grosso modo, à flinguer nos terres, à filtrer ces terres et à faire remonter notre économie. C'est ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis là, ils ont bloqué, ils ont refermé un peu l'exportation de ces terres rares, soi-disant alors c'est une possibilité, pour auto-alimenter leur propre production, donc smartphone, iPhone, etc. Enfin, tout ce qui fonctionne, ordinateur. Enfin, la liste est extrêmement longue. C'est même dans les aimants des voitures électriques. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de comme ça aussi de confusion avec cette espèce de capitalisme vert. La Chine est prête donc elle l'a refermé en réalité. Elle est en train de créer des tensions économiques pour faire monter le prix de ces terres rares. L'effet assez inattendu, c'est que du coup, il y a eu d'autres des pays de l'Est, par exemple, qui ont ouvert des mines de terres rares. Donc en fait, voilà, il y a une espèce de pression très forte, quoi, de notre système qui s'est occidental, fin 19e, du début de l'industrie, qui s'est étendu maintenant, on le sait, globalement. Alors que des sociétés, effectivement, peut-être, et là j'en reviens à ce rapport à l'hybridité. L'hybridité, pour moi, c'était une façon à la fois de parler de l'autre en soi, mais aussi de cette possibilité de relation au vivant. De quelle façon, nous, on s'est extrait d'emblée du vivant en étant comme démiurge, maître de l'ensemble du vivant, l'homme finalement au-dessus de tout. Voilà, c'est une caricature, mais c'est une caricature très réelle dans notre société. Dans les sociétés animistes, qui sont quand même largement en voie qui existent, mais qui sont très menacées, le vivant est comment dire, c'est pas l'extériorité du vivant. Il n'y a pas cette atomisation comme dans notre société. C'est pas l'extériorité qui est comparable, c'est l'intériorité. Il y a, c'est pareil, je racontais tout à l'heure cette chose qui me semble parlante au sujet des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, qui ont réussi à entériner des lois françaises pour reconnaître que la mer, les coraux, l'environnement est indissociable de l'homme, du vivant, parce qu'en fait, sans ces éléments naturels, il n'y a pas de la biodiversité, et on en est absolument dépendant, et pas uniquement en tant qu'élément de recherche, parce que c'est aussi, voilà, il y a aussi tout ce rapport de biodiversité du vivant qui peut nous servir comme exemple. Du coup, voilà, il y a comme ça quelque chose dans... Est-ce que c'est possible, réellement, en tant que scientifique? Et alors là, je pose... excusez-moi, ça fait encore une autre question. Je parle de la spécificité du scientifique, c'est-à-dire que... Alors je connais moins votre parcours, malheureusement, mais Monsieur Pajanski, je sais que vous avez milité. Enfin, donc, je sais que vous avez pas un parcours monothématique. Et je pense que dans cette ère de spécialisation qui empêche d'avoir une vue globale sur les choses, et je me suis moi-même questionné en tant que producteur d'images, on est dans un monde où l'image règne et est fortement porteuse d'un message qui nous dépasse et qui implémente notre inconscient. Le but étant la consommation au sens large, hein. Je ne parle pas uniquement, on peut consommer du voyage, on peut consommer de l'information, on peut consommer un tas de choses qui n'ont pas le goût et l'odeur de la nourriture. Moi, en tant que dessinateur, à quel point j'avais mon propre imaginaire n'était-il pas colonisé, et à quel point j'étais pas moi-même finalement pris dans ce système. Et finalement, lorsque je montre une forme d'effondrement, alors je tiens à préciser quand même que dans mon livre, on n'est pas dans un rapport post-apocalyptique absolu, et je suis pas du tout dans cette idée-là. Je crois pas, ça m'intéresse pas du tout de voir les choses comme ça. Ce qui m'intéresse
c'est de voir l'utopie et de voir la possibilité de trouver des solutions ensemble et pas de solutions avant terme, parce que ça j'y crois assez peu. Ça c'est vraiment ce qui concerne c'est notre façon de voir actuelle, les gens cherchent de la solution toute prête. C'est le grand miracle de la thérapie comportementale. On va pouvoir solutionner et adapter une société malade avec, des gens à une société malade, ce qui me semble problématique. Vous avez compris ma question? Alors c'est ce que j'allais dire. Pour synthétiser, est-ce que la première question serait sur... Ma première question, elle est simple en fait. J'ai deux questions qui sont quasiment les mêmes. La première question, c'est est-ce que c'est possible? C'est pas vous, mais en général, est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible de tenir ces innovations hors du champ et de la pression des lobbies, du paradigme dans lequel nous évoluons? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'en tant que scientifique, il est important de sortir justement de la sphère scientifique pour ne pas être qu'un scientifique et avoir une vue aussi globale, davantage globale? Merci. Oui, alors... Posez la question. Vous avez posé la question, puis vous avez donné ma réponse personnelle. C'est-à-dire, moi, je suis militant. Je suis militant d'extrême gauche, je suis militant de lutte ouvrière. Donc, quelque part, j'ai effectivement une réponse politique qui se couple à quelque chose qui est mon activité scientifique. Je ne fais pas les deux en même temps. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est parce que je suis militant que je fais de la science ou parce que je fais de la science que je suis militant. C'est deux choses différentes. Je suis dans un monde qui est aujourd'hui un monde que je voudrais changer, effectivement, pour lequel je me bats depuis 50 ans. Mais en même temps, ce monde, je pense que nous avons la possibilité, en tant que scientifiques, de lui apporter des améliorations, des modifications qui permettent effectivement à l'humanité en général d'aller éventuellement plus vite ou mieux vers une solution à la situation dans laquelle nous sommes. C'est, le lien est strictement à ce niveau et pas ailleurs. Alors maintenant, je suis quand même un peu gêné de la façon dont la question est posée. Je pense qu'il n'y a pas une relation qui est une relation de cause à effet entre le développement scientifique et technologique et l'impact aujourd'hui catastrophique de la domination des intérêts financiers sur l'ensemble des activités humaines. L'ensemble des activités humaines et avec les conséquences qu'on voit au niveau écologique, au niveau social, au niveau... etc. C'est vrai que lorsqu'on parle par exemple de modification du génome, de possibilités de traitement, on parle de possibilités de traitement applicables à des ensembles de populations qui ont les moyens de se les payer et pas la plus grande partie de l'humanité qui n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, lorsque on traite des enfants des bébés par thérapie génique, on le fait aux États-Unis, on le fait en France. C'est extrêmement compliqué d'imaginer qu'on va pouvoir traiter la drépanocytose alors qu'on a des idées et des moyens pour pouvoir le faire en thérapie génique, qu'on va traiter la drépanocytose en Afrique ou en Asie, alors que ce sont des maladies mortelles, c'est une maladie mortelle pour des millions de gens. Bon. En même temps, je voudrais juste dire un petit mot sur justement une petite anecdote qui m'a beaucoup frappé il y a une quarantaine d'années lorsque je l'ai vécu. J'étais dans un colloque avec un ami qui était un neurobiologiste brésilien. On était aux États-Unis dans ce colloque, ensemble, et puis on a assisté à une présentation qui était, à mon avis, une excellente présentation scientifique de quelqu'un qui nous montrait comment il essayait de caractériser les anomalies qui étaient introduites par la malnutrition dans le cerveau des enfants. Et comment, en identifiant ces anomalies, il essayait de mettre en place des traitements. Bon, je me suis retourné vers mon ami à ce moment-là, en lui disant « T'as entendu, c'est super, c'est innovant, c'est bien ». Et il m'a regardé, il a fait « Mais
Tu sais, pour traiter la malnutrition, on connaît parfaitement le moyen, il faut leur donner à manger. Et donc, on est dans ce paradoxe-là. C'est-à-dire que, effectivement, il ne faut pas aller vers des recherches scientifiques qui n'intéresseraient que nous et personne d'autre. En revanche, lorsqu'on se pose la question de comment améliorer pour demain la société humaine, la science, la technologie en font partie. Je voudrais juste reprendre... c'est intéressant parce que j'ai relu il n'y a pas très longtemps les non-A. Les non-A, pour ceux qui sont dans la science-fiction, vous connaissez tous la trilogie de Van Vogt, qui date des années 50, l'époque où il était communiste, avant d'être partisan de la guerre du Vietnam. Van Vogt décrivait les Vénusiens, qui étaient un système très développé sur le plan technologique et en même temps complètement collectif. C'est-à-dire que c'était une société dans laquelle, justement, les relations de l'impact financier sur le fonctionnement de l'ensemble de la société, les différences de classe, etc., avaient été gommées, et où cette collectivité fonctionnait, mais fonctionnait avec les moyens les plus modernes pour faire vivre la population, qui d'ailleurs ne croissait pas, avait une espèce d'autorégulation, vivait en bonne relation déjà avec la nature. Enfin, c'était déjà quelque chose que Van Vogt évoquait dans les années 50. Bon. Et puis, il se heurtait à un monde qui, lui, était technologiquement aussi très avancé, mais pas du tout organisé de la même façon. Et je vous donne la fin, je vais spoiler évidemment, mais les Vénusiens gagnaient. Bon, mais c'est quelque chose qui finalement marque l'ensemble de notre vision, je crois. Il faut faire la part des choses entre la technologie, la science sur laquelle on peut s'appuyer, et puis la société qui va s'en servir, la façon dont les relations entre les groupes humains, entre les individus, vont faire que ces moyens technologiques vont être mis à disposition, mis à profit pour l'amélioration ou pas de l'humanité. Karim ? Oui, et ce que je peux rajouter, c'est effectivement le rapport entre, et ça ne cesse d'évoluer, entre les scientifiques et la société, où c'est vrai qu'on est très spécialisé dans notre recherche avec des applications très focalisées pour essayer de répondre à des questions sans parfois avoir le recul de se demander mais quel va être l'impact plus général. L'idée étant des applications médicales, améliorer le bien-être de son prochain. Et de plus en plus, on a maintenant ce recul de communiquer auprès de la société et d'avoir des événements comme celui-là, qui permet justement un peu de sortir de son univers, de parler un peu de ce qu'on fait. Des fois, c'est un peu technique, mais ça permet aussi de voir comment les gens perçoivent les avancées et les outils qu'on utilise, et d'avoir des retours, ce qui nous permet aussi, en tant qu'individu, de réfléchir sur ce qu'on fait et l'impact que ça peut avoir de façon plus globale. Non, j'allais dire, peut-être on pourrait prendre quelques questions du public, mais je ne vais pas... Bon, on va passer au public. Normalement, on doit avoir un micro, peut-être quelque part, voilà. Donc je vois monsieur à gauche. Bonjour. J'ai une petite question concernant la façon actuelle dont sont traités les bébés par thérapie génique. Et vous dites que vous êtes sûr de ce que vous faites du point de vue technique, donc à l'heure actuelle aux états de la connaissance. Mais est-ce que vous n'avez pas de peur qu'il y ait des conséquences sur les cellules germinales ou, pour ce qui est des femmes, les mitochondriques? Du coup, certaines modifications passent aux générations suivantes avec ces potentiels effets off-target, du coup, qui ne seraient pas encore forcément mesurés. Donc, c'est une première petite partie. Et la deuxième partie, parce qu'on en a parlé avec Karim juste avant, c'est sur la pratique du biohacking. Pour l'instant, c'est une pratique qui est très confidentielle. Et est-ce que le biohacking, c'est quelque chose qui vous inquiète dans ses potentielles dérives, ou est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui restera confidentiel et qui ne vous inquiète pas outre mesure?
Voilà, merci. Et si on peut avoir une petite définition du biohacking pour ceux qui en même temps. Alors, biohacking, c'est un peu compliqué. C'est un peu donner la possibilité à n'importe quel citoyen de pouvoir, par exemple, manipuler son génome à souhait. Donc pour ça, il y a notamment, j'ai perdu son nom, un biohacker qui se fait un peu connaître sur les réseaux sociaux et qui était, alors je sais plus, c'est un doctorant ou un postdoctorant de George Church au MIT, et qui se revendique comme étant la personne qui permettrait de donner ces outils à n'importe qui, avec éventuellement la possibilité de vendre des kits pour utiliser CRISPR à souhait et pouvoir faire des manipulations soi-même en s'injectant des solutions. Et donc il y a eu des soucis évidemment auprès de la FDA, ça a été juste une catastrophe, mais ce type de mouvement commence à émerger. Et comme ce sont des technologies qui sont ultra puissantes et au final pas si compliquées à utiliser, ça pose une vraie question. Alors, en ce qui concerne la transmission aux cellules germinales, c'est exactement la question sur laquelle on doit apporter toutes les réponses avant de passer à une expérimentation clinique, puisque c'est une recherche clinique qu'on fait lorsque on essaye de traiter les enfants par thérapie génique. Et la réponse qui a été apportée depuis le début des expérimentations cliniques de thérapie génique, c'est-à-dire depuis 20 ans maintenant, puisque les premiers résultats, les premiers succès datent d'il y a 20 ans avec les bébés bulles, que Alain Fischer à Paris avait sorti de leur bulle en modifiant les cellules sanguines qui sont les cellules du système immunitaire pour leur rendre la capacité de défense qui manquait à ces cellules, ce qui faisait que les enfants ne pouvaient vivre que dans des atmosphères complètement contrôlées. On les a sortis des bulles et ça c'est une vraie victoire avec des enfants qui maintenant sont des jeunes gens qui vivent depuis 20 ans avec des cellules modifiées. Ensuite, lorsqu'on est arrivé à ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire à ces enfants chez lesquels on a injecté 10 puissance 15 vecteurs viraux, on s'est bien attaché à ce que ces vecteurs viraux ne puissent pas soit pénétrer, soit modifier des cellules germinales. Alors, comment on fait ? Il se trouve qu'il y a des virus, comme le virus du sida par exemple, qui possèdent l'outillage pour faire rentrer un gène dans le génome. Et puis il y a d'autres virus, comme celui qu'on utilise pour les enfants atteints d'amyotrophie spinale ou de myopathie myotubulaire, qui sont les deux grandes maladies aujourd'hui qu'on traite comme ça, qui sont des virus qu'on appelle des virus AAV. Ces virus-là n'ont pas l'outillage pour le faire, c'est-à-dire qu'ils vont faire rentrer un acide nucléique dans la cellule. Cet acide nucléique va être reconnu comme un morceau de programme par la cellule, mais il ne va pas s'intégrer dans le génome. Ce qui fait que lorsque les cellules se divisent, il est perdu. Il est au moins dilué au départ, et puis ensuite il est perdu. Ce qui fait que ça exclut évidemment la transmission germinale. Ça a été testé et retesté chez l'animal d'une façon évidemment extrêmement suivie partout dans des laboratoires sur la planète, de façon à ce qu'on soit sûr qu'effectivement ces vecteurs-là puissent être utilisés en injection intravasculaire. On peut prendre une dernière question ? Ah, là ça va être dur. Question rapide, réponse rapide. Voilà, le micro est au fond. C'est pour moi ? Bonsoir. Question rapide. La reprogrammation, du coup, ça va poser la question de la définition de la maladie elle-même, à savoir à partir de quand on va être capable, on va dire ça c'est une maladie qu'il faut traiter. C'est le même problème au final que pour le dépistage en prénatal qui va intervenir avant le seuil d'avortement. Au final, on est capable maintenant de se priver d'enfants qui ont un Marfan, par exemple, et donc on se prive de Michael Phelps ou d'Albert Einstein en soi. Donc, pour vous, elle se fixe où la limite de la maladie qu'on peut traiter ? Oui, et c'est une question que les scientifiques, évidemment, ne se posent qu'en tant que citoyens, de nouveau. C'est-à-dire que nous, on ouvre un catalogue des possibles. Dans ce cas-là,
D'ailleurs, c'est ouvert depuis longtemps, puisque le diagnostic préimplantatoire pour les familles qui risquent de transmettre une maladie génétique, pour un certain nombre de ces maladies génétiques, c'est une possibilité qui en France existe depuis une vingtaine d'années et depuis 40 ans pour d'autres. C'est d'autres pays. Donc ça, c'est du domaine de la médecine et c'est du domaine dont la société doit se saisir. Je partage parfaitement le fait que la définition de la maladie n'est pas quelque chose d'univoque, c'est quelque chose qui finalement dépend pour beaucoup de l'acceptabilité par la société et par les individus, par la famille notamment, de ce que peut être un individu porteur d'une maladie. Donc ça, là-dessus, je dois dire, on n'a pas de réponse, nous, scientifiques. On a simplement ouvert des portes. Et ces portes, on laisse évidemment les sociétés décider si elles passent au travers ou pas. Je pense que ça va nous faire une magnifique conclusion à cette table ronde, sauf si vous voulez ajouter un dernier mot. Ludovic, non. Karim. Bon, je vous remercie. Merci. Merci.